Salut, c'est Yannick. Ma chronique cette semaine, on m'avait demandé dans les commentaires sur YouTube de parler de la première fois que je suis venu à la boîte à BD. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler cette semaine. Puis en même temps, ça relie un peu ma dernière chronique parce que le comic qui m'a amené ici est relié au retour de Superman. C'est un comic de Superboy, donc mon Superman préféré de l'histoire Reign of Superman. Donc, c'est un peu ce comic-là qui m'a amené à la boîte à BD. L'histoire, en fait, c'est que je cherchais, j'avais un magasin de BD là, dans mon coin à Sainte-Thérèse dans le temps. Puis, le comic que je voulais cette semaine-là, malheureusement, il l'avait pas. Je l'avais demandé de mettre de côté, puis je suis arrivé là-bas, puis il était pas là. Donc, je le voulais tout de suite. Donc, j'étais jeune dans ce temps-là, j'avais, je pense, 14 ou 15 ans. Donc, j'ai tout de suite voulu le trouver. Donc, un de mes amis à l'école m'avait parlé d'une boutique parce que lui c'était un fan de Donjons Dragons, donc il m'avait parlé d'une boutique qui avait ouvert sur le boulevard Labelle à l'époque. Et puis c'est ça, donc je me suis rendu là. Et puis je l'ai trouvé, j'ai fait la connaissance de gens, donc j'ai eu un super bon service. J'ai été vraiment impressionné par le magasin à l'époque. Puis c'est ça, c'est ce qui a fait que je suis devenu client de la boîte à BD à ce moment-là. Le comic en question, c'est le tie-in de Zero Hour de Superboy. Un combat entre Superboy du Silver Age, donc le Superboy qui était Clark Kent quand il était jeune, versus Superboy, le clone de Superman qui est arrivé dans Reign of Superman. Les dessins, c'est encore une fois par Tom Grummett comme Adventure 500, donc on n'est pas en terrain perdu. Ce qui est vraiment impressionnant dans ce comic-là, c'est la comparaison entre la vie de Superboy clone et la vie de Superboy Clark, qui est vraiment différente. Puis ça mettait vraiment en relief justement le personnage de Superboy clone, puis dans le fond son cheminement jusqu'à là, parce que Superboy Clark Kent, ça a toujours été, il était élevé par ses parents adoptifs, puis il était habitué à avoir une vie, à avoir des amis, il avait son chez-soi, son passage secret pour devenir Superboy secrètement. Il était donc bien organisé, il connaissait Smallville, etc. Puis là, t'arrives avec ce Superboy-là qu'il est vraiment comme un non-entité, dans le sens que ce Superboy-là, il n'y a pas d'identité secrète. Il est Superboy, puis c'est tout. Donc, il sait pas comment être une autre identité. C'est un peu la pression de vivre pour remplacer un jour Superman, puis dans le fond, il y a comme ce modèle-là à apprendre qui met vraiment la pression constamment. Puis en même temps, il se retrouve lui à pas avoir autant de support, il n'y a pas d'amis comme tel, il y a quelques connaissances, on est encore au début de sa série, c'est numéro 8, donc c'est encore tout récent. C'est ça, moi je trouvais vraiment intéressant la vision que ça donnait sur le personnage qui est devenu plus tard Connell, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas d'autre nom que Superboy, il l'appelait The Kid. C'est ça, j'ai vraiment aimé la juxtaposition des deux vies comme contraste là, entre les deux personnages qui sont essentiellement la même version de le même personnage mais deux versions différentes. C'est ça, les dessins étaient vraiment impressionnants. On voyait aussi la grande différence de pouvoir entre les personnages du Silver Age et les personnages de DC moderne, dans le fond, du reboot de Crisis. En même temps, c'est ça, c'était un tie-in à Zero Hour qui est un des premiers gros crossovers que j'ai fait chez DC et même chez Marvel, parce que dans ce temps-là, les crossovers chez Marvel, c'était plus par collection de titres. Donc, tu avais des crossovers Avengers, crossover X-Men, tandis que DC, ce crossover-là, c'était un crossover de la compagnie au complet. J'en reviendrai, je vais faire des chroniques sur certains crossovers éventuellement, donc je reviendrai plus spécifiquement sur Zero Hour éventuellement. Mais c'est ça, ce comic-là a fait que j'ai commencé à la boîte à BD et m'a mené éventuellement à faire cette chronique-là aujourd'hui. Donc, ça a quand même été un comic important dans ma collection pendant longtemps. Il y a vraiment beaucoup d'éléments là, qu'on voyait dans ce comic-là qui étaient reliés au changement entre les personnages, là, comme on voyait Clark retrouver Lana, mais Lana qui était rendue mariée à Pete Ross, alors que lui, dans ce temps-là, Superboy, Lana, c'était comme sa flamme. Donc, puis il finit par éventuellement comprendre là, qu'il est pris entre deux mondes. Ça finit un peu triste parce que la distorsion du temps se finit, puis le Superboy du Silver Age fait juste comme disparaître à la fin, laissant Superboy, le clone, à dealer avec Zero Hour et tout ce qu'il vient de vivre. C'est vraiment, pour moi, justement, l'idée du personnage qui a
comme pas d'identité, puis qui doit se construire dans le fond une identité. C'est ce que je trouvais intéressant du Superboy de cette époque-là. L'idée que il est un peu comme il est facile à manipuler parce qu'il sait pas ce qui s'en va, donc il se fait manipuler par plusieurs personnages dans cette époque-là. Il y a son agent qui est un peu croche, il se fait manipuler par Knockout, là, qui est une female Fury qui s'est échappée d'Apocalypse à cette époque-là, puis que la manipulait un peu pour qu'il fasse ce qu'elle voulait. Il y avait sa blonde à l'époque qui était comme une journaliste. Il y avait Dubilex puis Cadmus qui était là-dedans aussi, donc il se faisait manipuler un peu par plusieurs forces. Puis lui, il a fait de se frayer un chemin là-dedans. Puis j'ai toujours trouvé ça intéressant, son cheminement à ce personnage-là, puis comment il s'est forgé une identité avec les années. Plus tard, beaucoup plus tard, finalement, ils ont décidé de faire qu'il était un clone de spoiler, de Lex Luthor et de Clark en même temps. Ce qui a comme redéfini encore une fois son identité là, bien des années plus tard, mais pendant le comic de Superboy qui a duré 100 numéros, ça, on savait pas ce détail-là. Le combat pour se forger une identité qui a défini Superboy pendant 100 numéros à cette époque-là, puis c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce personnage. La semaine prochaine, on va revenir un peu sur les comics héritage, puis sur mes premiers comics, dans le fond, X-Men, donc ça va être le sujet de ma prochaine chronique. On vient de passer 2 sur DC, donc je vais revenir un peu chez Marvel. Je voulais aussi faire une petite nouvelle. Je vais faire un petit peu d'actualité sur les bandes dessinées. Il y a eu l'événement Deceased qui a été annoncé cette semaine, qui est comme une histoire un peu de zombie Walking Dead pour DC. Là, ils ont annoncé après que ça allait être un peu comme un Elseworld, donc un univers parallèle. Ça se passera pas vraiment dans l'univers de DC en tant que tel. Ça n'aura pas d'impact sur les comics réguliers. Ce que je veux dire, c'est que cet événement-là, j'étais intrigué quand ils l'ont annoncé au début, savoir si ça allait se passer vraiment ou pas. Parce que je garde toujours en tête là, qu'en ce moment, il y a Doomsday Clock qui est comme un peu un pendule au-dessus de la tête de l'univers de DC. Parce que tant que Doomsday Clock sera pas fini, on sait pas vraiment ce qui va se passer avec leur univers. Parce que Doomsday Clock a le potentiel de tout réécrire l'histoire encore. Puis j'ai l'impression que DC font beaucoup de nettoyage justement pour en arriver au changement que Doomsday Clock va amener. Doomsday Clock se passe supposément 1 an dans le futur de la continuité. Donc il y a beaucoup de séries en ce moment qui semblent comme plus négatives ou qui amènent un esprit un peu de fin du monde là, dans l'univers de DC. Puis je pense que c'est voulu. Je pense que c'est l'éditorial là, qui veut amener ça vers le reboot de Doomsday Clock. Je sais pas si c'est ça qui va se passer finalement parce que le Doomsday Clock a été retardé, donc on sait même pas si finalement ça va avoir l'impact que c'était supposé avoir. Mais au début, quand j'ai entendu parler de DC, je trouvais que ça fitait bien justement dans cette optique-là. Mais là, vu qu'on sait maintenant que ça va être un univers parallèle, probablement, ben, ça a le moins d'impact, je trouve. Pour cette série-là de fin du monde, ben, Marvel en ont fait avec l'univers de zombies, puis ils en ont fait aussi avec les Versus, là, Marvel Universe contre le Punisher, puis Marvel. Donc, ils ont fait comme une trilogie de séries que c'était ça aussi. Moi, personnellement, ça m'attire pas tant, ce genre d'histoire-là. Mais bon, je vois pourquoi les gens pourraient aimer ça. Là. On voit les personnages dans des façons qu'on n'a jamais vues, puis vraiment désespérés de réussir, alors que c'est leur univers en entier qui est en danger. Là. Donc, il y a souvent des surprises, puis des morts incroyables, puis des événements impossibles qui ne pourraient pas se passer normalement dans les séries régulières. Donc, c'est pour ça que je peux trouver ça intéressant. Mais le concept zombie, puis les monstres, tout ça, je trouve que c'est un peu de surface. Là. J'aurais préféré peut-être vraiment une exploration plus en profondeur de ce que ça pourrait être la fin de l'univers. Là. Mais peut-être qu'on va voir ça dans une autre série éventuellement. Donc, c'est ça. Donc, pour la semaine prochaine, comme j'ai dit, on va parler X-Men. En attendant, si vous voulez me laisser des commentaires, comme d'habitude, laissez des commentaires sur la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On se revoit la semaine prochaine.